savoir plus grâce à 3 exemples qui vont, je l'espère, illustrer certaines des idées que nous avons déjà évoquées. Il s'agit d'exemples de programmes éducatifs liés au patrimoine vivant, avec d'abord une vidéo de l'Espagne, enseigner et apprendre avec le patrimoine vivant Madeiro dans les cours de géographie, de musique et d'art, et dans le cadre d'un projet conjoint UNESCO et Union européenne. Éducation et patrimoine culturel. Hola, me llamo Sara, tengo 15 años y vivo en Cangas, una ciudad preciosa situada a la orilla del mar en Galicia, al noroeste de España. Cada año en febrero con mis amigos participo en el entroido de mi ciudad. Nos disfrazamos, disfrutamos y celebramos el final del invierno. Este año con nuestros profesores trabajamos en una de las figuras más expresivas, o merdeiro. Recibimos una conferencia de la Asociación Cultural A Merdeira. Y ahora que sé más sobre esta figura, me he dado cuenta de lo mucho que tiene que decir sobre nosotros, nuestras tradiciones y nuestra historia. El personaje de O Merdeiro fue creado hace siglos por pescadores que querían vestirse con las ropas de los campesinos para burlarse de ellos. Los agricultores solían viajar a la costa para recoger algas y usarlas como abono para sus campos. Los pescadores los miraban con desprecio y usaban esta figura para expresar su desdén. Así que, en otras palabras, O Merdeiro es el resultado de la antigua rivalidad entre campesinos y pescadores, pero sobre todo refleja lo mucho que la cultura gallega está profundamente arraigada en las tradiciones agrícolas y pesqueras. Decidimos usar O Merdeiro en la escuela para aprender sobre nuestra cultura, historia y patrimonio cultural inmaterial. Con mis profesores identificamos primero las tradiciones gallegas asociadas a él y las que aún están vivas hoy en día. Luego organizamos una clase especial para presentar a los alumnos lo que es el patrimonio intangible. Hablamos de O Merdeiro y sobre todos los aspectos asociados a nuestra cultura, como las tradiciones pesqueras, la poesía oral, la música y muchos más. A continuación, visitamos una empresa pesquera y en particular una asociación de mujeres artesanas de redes. Quedamos muy impresionados. La fabricación de la red requiere tanto ingenio, herramientas específicas, varias técnicas artesanales y paciencia. Nos dimos cuenta de que la fabricación de la red se ha transmitido a través de las generaciones durante siglos y que sigue siendo fundamental hoy en día para los pescadores locales. El espíritu de O Merdeiro también se puede encontrar en muchos aspectos de nuestra cultura musical. Muchas canciones se refieren a las labores agrícolas, la fertilidad del suelo y la íntima relación de los pescadores gallegos con el mar. Con nuestro profesor de música aprendimos la canción tradicional Eu son mariñeiro y estudiamos el ritmo de las canciones tradicionales gallegas, que es muy específico. Con nuestra profesora de arte creamos después máscaras inspiradas en O Merdeiro. Pasamos por todo el proceso, desde el diseño de los rostros y el corte de las formas hasta la pintura. También usamos la máscara en clase y entendimos que este proceso pudo haber evitado disputas y tensiones entre los dos grupos en el pasado. Obviamente, todo esto no habría sido posible sin el entusiasmo de mi profesora Sabela, sus colegas y el apoyo tanto de la UNESCO como de la Comisión Europea. Asistimos a 2 talleres de la UNESCO, el primero para aprender a diseñar este proyecto y llevar nuestro patrimonio vivo al aula, y el otro para compartir nuestras experiencias con los demás profesores y estudiantes de Europa. Este proyecto me hizo darme cuenta de que en cada detalle de nuestra cultura viva hay una historia, tradiciones escondidas, técnicas valiosas, conocimientos y valores. Y nosotros, como estudiantes, deberíamos trabajar en ello con nuestros profesores y mantener este patrimonio vivo en el presente y para las generaciones futuras.
Ah oui, je ne savais pas si la vidéo en fait est terminée parce que en fait j'ai été exclue de cette session Zoom, mais je suis revenue. J'aimerais maintenant inviter Madame Maria Golrais Khan, experte en éducation du Pakistan. Je l'invite donc à nous faire part de ses réflexions à la suite de cette vidéo si vivante que nous venons de visionner. Donc Maria, si vous pouvez allumer votre caméra. Oui, bonjour Janet. Bonjour Maria. Donc Maria, vous êtes gestionnaire de projet dans le domaine de la culture pour le développement et l'éducation et conseillère technique au Pakistan. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui et j'aimerais que vous nous fassiez part de vos réflexions à la suite de la vidéo que nous avons visionnée, en particulier. D'après vous, dans quelle mesure est-ce que cela illustre les avantages de l'intégration du patrimoine vivant dans l'éducation et du suivi de cela? Et vous souhaiterez peut-être faire référence au lien que cela a avec la réalisation et le suivi de l'ODD 4.7. C'est à vous, Maria. Merci, Janet. Eh bien, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je pense que cette vidéo est un excellent exemple de la façon dont le patrimoine vivant contribue à l'éducation pour le développement durable. Comme cela a été mentionné, les élèves apprennent mieux dans leur propre langue avec des exemples tirés de leur propre contexte local. Et ici, on voit aussi un développement des compétences linguistiques au fil des ans. On voit que les écoliers ont appris à mieux connaître leur histoire en matière de sciences environnementales. Ils en apprennent plus sur les pratiques traditionnelles de l'agriculture, de la pêche, les traditions en matière de règlement des différends. Ils ont utilisé des compétences de recherche, d'analyse critique. En fait, il y a eu toute une série d'apprentissages et par ailleurs, un réseau a été établi avec d'autres écoles. Donc, on voit là une synergie entre la culture et l'éducation, ce qui contribue non seulement à l'ODD 4, mais à bon nombre d'autres ODD, qu'il s'agisse de l'éducation de qualité, promouvoir le bien-être, l'agriculture durable, la gestion des ressources, le changement climatique, le tourisme durable. Donc, cela couvre un large éventail d'ODD. Pour répondre maintenant à votre question sur le suivi de l'impact des activités liées à l'ODD 4.7, je pense que l'un des défis, c'est que les données quantitatives et qualitatives nécessitent de mesurer les connaissances, les compétences, les résultats de l'apprentissage d'objectifs tels que la citoyenneté mondiale et le développement durable, ce qui n'est pas toujours concret. Et par ailleurs, il y a un autre aspect de l'ODD 4.7. Il faut une coopération interdépartementale, interministérielle. Et par exemple, au Pakistan, le rapport sur l'ODD 4.7 n'a pas été possible parce qu'il nous manquait des données. Il y avait des interprétations différentes de l'indicateur et un manque de clarté quant à la méthodologie. Donc, je pense qu'une possibilité, en plus du renforcement des capacités, consisterait à utiliser, et c'est ce qu'a dit Tim également, et ce qu'ont dit d'autres intervenants, il s'agirait donc d'utiliser les données qui viennent des rapports qui ont déjà lieu dans le cadre du cadre de résultats global de la Convention de 2003 de l'UNESCO pour justement faire rapport sur cet ODD et ses indicateurs. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Maria, pour ces commentaires tout à fait pertinents. J'ai maintenant le plaisir d'inviter Fatma Mostafa, spécialiste muséale d'Égypte, qui va nous en dire plus sur les activités éducatives liées au patrimoine vivant réalisées par le Musée des enfants au Caire. Alors, je vous demande de bien vouloir allumer votre caméra. Voilà. Merci. Merci, Janet. Alors, je vais vous présenter les méthodes utilisées par le Musée des enfants du Caire pour enseigner l'importance du patrimoine vivant aux enfants. Et il y a des expositions interactives et des programmes éducatifs tels que l'observation, en fait, l'astronomie, la fabrication de perles, etc. Et ce programme s'adresse aux enfants de 5 à 15 ans qui peuvent ainsi jouer
autour de cette grande table qui a une surface en eau. Et là, ils apprennent quels étaient les systèmes traditionnels d'irrigation en Égypte. Alors, ils peuvent venir avec leur famille à l'occasion de colonies de vacances ou de sorties scolaires. Et donc, on a adapté le contenu aux enfants de cet âge. Alors, certains de mes collègues se rendent dans les écoles pour inviter les enseignants, les écoliers à visiter ce musée, ce qui nous a permis d'atteindre plus d'1 million d'enfants égyptiens aujourd'hui, et nous espérons que nous pourrons accueillir plus d'enfants encore. Je vous remercie, Fatma. Donc, vous avez décrit cette exposition interactive que vous organisez sur les roues d'eau, les aubes, ainsi que donc les différents systèmes d'irrigation. Alors, j'aimerais en savoir plus maintenant sur le patrimoine vivant. Oui, nous avons des programmes qui sont liés à la nature et l'univers, par exemple, effectivement, les programmes d'observation astronomique, et cela dans le cadre du plan d'interprétation. Alors, notre programme d'observation astronomique est destiné uniquement aux familles. En fait, les enfants ne peuvent y participer qu'avec leur famille. Le musée propose ces programmes de façon périodique, et cela en conjonction avec certains phénomènes astronomiques. Et là, nous avons un protocole de coopération avec un établissement d'astronomie ici, en Égypte. Il s'agit d'une agence gouvernementale. Et ils nous fournissent des télescopes, des spécialistes, et nous procédons à la publicité nécessaire pour ce programme, et nous organisons des ateliers pour les enfants qui ont trait au phénomène en question. Par ailleurs, nous organisons également des sorties pour les familles jusqu'au centre d'observation astronomique qui se situe en dehors du Caire pour voir certains phénomènes en direct. Et ces programmes comptent parmi les programmes familiaux les plus populaires proposés par notre musée. Eh bien, merci Fatma. Il s'agit d'un exemple intéressant de la façon dont les institutions du patrimoine mentionnées à la question 4.3 du formulaire de rapport, donc comment ces institutions peuvent contribuer à l'éducation et au patrimoine vivant. Et en guise de conclusion, j'aimerais mentionner que votre musée a également élaboré une boîte à outils éducative interactive pour le patrimoine vivant au Caire. Alors malheureusement, nous n'aurons pas le temps de le décrire ici maintenant, mais je pense qu'un grand nombre d'enseignants locaux ont demandé cette boîte à outils, ce qui est une excellente nouvelle. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Luis Enrique Lopez du Pérou, qui est spécialiste en chef de l'enseignement bilingue interculturel. Alors, on voit de très jolies images de certains des programmes éducatifs qui ont trait à l'enseignement bilingue interculturel en Bolivie. Et j'aimerais que vous commenciez par nous décrire un des outils pédagogiques que nous voyons ici. Il s'agit du calendrier socio-festif et productif, et vous pourrez nous expliquer comment on l'utilise dans le cadre éducatif. Merci. Oui, alors ce calendrier socio-festif et productif est un outil utile et culturellement approprié qui permet de diversifier le programme d'études nationales par rapport effectivement aux besoins urgents des sociétés autochtones. Ces calendriers sont construits avec une participation active des communautés puisqu'ils ont pour objectif de se remémorer les activités sociales, productives, festives les plus pertinentes. Les enseignants sont les facilitateurs et encouragent les aînés dans les communautés à expliquer dans leur langue de prédilection ce que représentent ces activités. D'autres membres de la communauté participent à la préparation de représentations de différentes activités pour chaque mois.
Avec toutes ces ressources culturelles et avec le soutien des conseillers pédagogiques, les enseignants planifient le programme d'études et prévoient une complémentarité entre les activités sélectionnées et les compétences établies dans le cadre du programme officiel. Et sur cette base, les enseignants examinent les régions, les nations et le monde sous cet angle local, sous ce prisme local, et font en sorte que les écoliers procèdent à un apprentissage fondé sur le contexte local. À mon sens, cela est utile au-delà même des communautés locales et pourrait s'appliquer dans les cadres urbains pour créer des moyens de faire participer les quartiers, les écoles en coopération étroite. L'éducation interculturelle ne doit pas se limiter aux communautés rurales, comme nous le disons en Amérique latine. Si l'objectif est celui d'une éducation de qualité pour tous, dans un scénario complexe sur le plan linguistique et culturel comme le nôtre, l'enseignement bilingue culturel doit se développer dans les systèmes éducatifs. Ce calendrier socio-festif et productif ouvre une voie dans ce sens, comme on l'a vu ici, et cela a trait non seulement aux zones rurales, mais aussi urbaines, et pas seulement en Bolivie. Et cela est utilisé au Pérou, au Guatemala, en Bolivie et dans bien d'autres pays également. Merci, Janet. Merci. C'était extrêmement intéressant. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment l'enseignement bilingue interculturel peut contribuer à renforcer le respect mutuel et à célébrer la diversité culturelle en tant que valeur, et dans quelle mesure cela a trait à l'idée d'éducation de qualité telle qu'exprimée dans l'ODD 4, en particulier pour les enfants des communautés autochtones? Oui, bien sûr. Cet enseignement bilingue culturel est un outil utile et efficace pour établir un lien entre les objectifs culturels et éducatifs. La langue et la culture sont inséparables. Et de ce fait, ceux qui utilisent cet outil ont également l'opportunité de devenir bilingues, voire polyglottes. Et si on combine tous ces ingrédients, cela permet de développer une nouvelle citoyenneté interculturelle qui permet le respect de la diversité. Par ailleurs, les élèves qui participent à ces processus d'enseignement découvrent la valeur de la diversité et des différences culturelles, mais renforcent également leur estime de soi et apprennent de façon plus efficace. Et ils sont par ailleurs alors conscients du fait qu'il y a d'autres connaissances, valeurs, pratiques sociales et comparent leurs valeurs à celles des autres dans un esprit de complémentarité. Et comme cela a été dit, ils apprennent deux langues et ainsi pénètrent dans des mondes nouveaux, découvrent d'autres perspectives et visions du monde. Et par ailleurs, le fait d'apprendre deux langues leur permet d'acquérir plus facilement une troisième langue, voire une quatrième langue. Par ailleurs, ils sont plus flexibles alors sur le plan cognitif et développent une pensée critique et créative, car justement, ils passent sans arrêt d'une langue à l'autre, d'un horizon culturel à l'autre, d'un monde à l'autre, pour trouver de nouvelles stratégies afin de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours. Cela étant, il n'y a pas, à mon sens, de moyen plus efficace et plus pertinent que pour réaliser l'ODD 4 dans les sociétés autochtones que par cet enseignement culturel bilingue. Et par ailleurs, il faut pour cet enseignement une participation active des communautés. Cela encourage les filles tout autant que les garçons à terminer leur enseignement, leur éducation formelle. Eh bien, ce type d'enseignement peut contribuer à la réalisation d'autres objectifs, d'autres ODD, par exemple ceux qui ont trait à l'égalité des genres et le renforcement de la démocratie, par exemple. Enfin,
Et dans le droit fil de ce que j'ai dit précédemment, du moins en Amérique latine, ce type d'enseignement bilingue culturel ne doit plus être considéré comme un enseignement destiné seulement à un secteur de la population dans un monde de plus en plus interculturel qui est le nôtre. Cela doit être proposé à chacun. Nous devons tous ouvrir nos esprits, nos cœurs, laisser de côté l'ethnocentrisme, gérer et apprécier la diversité et, en dernière analyse, apprendre à vivre ensemble. Merci, Janet.